You don't always get to choose in this life, win and lose in this life, but I'ma prove in this life, we can move in this life. Moi, j'avais un sujet quand même intéressant qui pourrait peut-être rejoindre plusieurs personnes, c'est la commercialisation. Donc, du moment que tu as l'idée à ta première vente ou faire connaître ton produit, tu sais, c'est quoi les stratégies au niveau du marketing ou bien c'est quoi la différence entre un service et un produit? Tu sais, maintenant, je pourrais en reparler tantôt, mais on va accompagner un entrepreneur qui a créé The Gate. C'est The Give and Take Economy. Tu sais, c'est une plateforme où tu peux donner des job-ins. Tu sais, quelqu'un, il dit il veut faire déneiger son entrée, mais il y a quelqu'un qui va appliquer pour faire déneiger son entrée. Si tu as besoin de quelqu'un pour aller faire les courses. Donc, lui, il veut lancer en masse. Mais tu sais, c'est comment tu t'y prends pour la commercialisation d'un nouveau produit, d'un nouveau service. Ça, je pense que c'est intéressant pour les entrepreneurs. Après, si vous avez d'autres idées, on peut jongler à partir de ça. On avait parlé aussi du panier bleu la dernière fois, tu sais, une séance de roast à propos du panier bleu. Ça peut être intéressant. Ah oui! Oui! Une séance de roast sur le panier bleu, ça va tourner en rond quand même. Mais des pistes de recommandations, peut-être comment nous... Non, tu veux vraiment offrir des recommandations au gouvernement? Écoute, ils ont besoin d'aide, ils ont besoin de notre aide. Ben oui, mais justement, par ça, par toi-même, la business, laisse pas le gouvernement se mettre de l'argent là-dedans. Le Amazon du Québec? Ben, pour vrai, ça, Amazon Québec, ça a le plus fonctionné que le panier bleu. Ouais. Mais c'était quand même un échec, mais moins que l'autre. Moins fatal. Mais le panier bleu, maintenant, je pense que tu peux acheter. Ça se peut-tu? Bientôt, il me semble. Ah, c'est pas encore implémenté? Tabarouette, ils sont pas beaux. Mais tu sais, j'ai parlé à une des 3 employés qu'il y avait au panier bleu. Puis, je suis sérieux, là, tu sais, ils sont 3. Là. Ah ouais? Vrai? Ouais, ils sont 3, tu sais. On pense que c'est une grosse entreprise et tout, mais tu sais, ils ont reçu des milliers de dollars, mais c'est parce qu'ils ont fait affaire avec des contracteurs et tout, puis des contractants, tu sais, c'est pas l'équipe de base qui font ça. Puis, tu sais, pour faire une plateforme comme Amazon, ça fait plus de 20 ans, ça fait quasiment plus de 25 ans qu'ils font ça. Fait en 25 ans, quand tu as des milliards de dollars puis que tu fais ça, tu ne peux pas comparer ça au panier bleu qui a été créé comme ça sur le pif pendant la pandémie. C'est pas la même chose, mais là, ils ont une orientation quand même cool. Là. Ils veulent avoir un genre une certification bleue. C'est de OK, ben, comment certifier que ton produit est fait au Québec? Là? Fait que, est-ce que c'est 51% de la production ici? Est-ce qu'il faut que ce soit transformé au Québec? Tout ça, là, ils vont trouver une façon de faire pour que tu aies le saut panier bleu ou tu aies le saut produit du Québec. Là. Mais ouais, sinon, Anthony, le live, ça se passe comment? Ouais, j'essaie de trouver un bon angle parce que donc c'est pas facile avec l'écran. Hein. Puis mettons qu'on parle là, du projet, à quel moment qu'on se start notre OnlyFans? C'est-tu genre 2 semaines après ou c'est... Le plus tôt possible pour monétiser tout ça, OK? Ouais. Ben, no joke, c'était un des projets qu'on voulait faire avec Handshake quand on faisait des lives, parce qu'on se disait, on cherche de quoi pour faire polémique, puis on a eu plusieurs idées qui n'étaient pas toutes superbes, mais OnlyFans, c'était genre devenu super populaire. Puis ce qu'on voulait faire, c'était créer un OnlyFans puis dire genre, faire la pub là-dessus en disant genre la première agence qui est sur OnlyFans. Puis là, les gens, ils seraient comme what the fuck. Ouais. Mais c'est ça. Ce serait juste l'aspect genre what the fuck. Puis après ça, les gens, tu t'offrent comme du contenu. Tu sais, Patreon, c'est legit un OnlyFans, mais t'es juste pas à poil. Ben, quoi que, hein, ça dépend de pour qui, là. Mais c'est ça. Là. Fait que tu peux offrir du contenu exclusif là-dessus. C'est juste. Mais c'est ça. Mais tu mettrais du contenu à poil pour ça? non, pas du contenu à poil. non, ce qu'on aurait fait, c'est de mettre, mettons, je sais pas, là, on mettait les highlights de nos lives où on mettait genre des trucs de contenu, mais on mettrait du contenu exclusif sur ces plateformes-là. Mais pas à poil, là. C'est juste le fait que ça soit sur la plateforme. Juste pour tes fans, là. Ouais, je comprends. C'est ça. By the way, pour le lancement du e-book, ça va être fait dans 2 semaines. La semaine prochaine, vu qu'on fait ça à chaque 2 semaines, il n'y aurait techniquement pas de rencontre, mais je pense que ça serait bien, par contre, de quand même prendre un petit 30 minutes, 1 heure, peut-être la semaine prochaine, de regarder un peu comment on veut s'y prendre, comment on veut dire ça et tout. Là. Fait que, peut-être de se rentrer peut-être 30 minutes mardi prochain en soirée, I guess. Mais je suis en train de créer l'événement. Ben, je ne veux pas la créer maintenant, mais je suis
suis en train de créer la couverture d'événements sur Facebook pour le lancement du e-book. Fait que je vais mettre aussi dans les co-hosts, je vais mettre le logo aussi, si ça ne vous dérange pas, de Jason Business puis de Handshake. Je vais mettre le lancement du e-book, il va y avoir le RU, la CE, etc. Puis après, on peut commencer à inviter du monde. Là. Je pense que de mon côté, je serais capable d'inviter peut-être une 50aine de personnes. Après, les restes, ben, vous pouvez inviter d'autres personnes. Puis l'effet boule de neige, le monde va pouvoir inviter le monde, pas pour inviter le monde. Parfait. Bon, ben, on est en live, les boys. All right. Ben, bonjour TikTok. Hello. C'est vous aujourd'hui? Il faisait beau aujourd'hui. Hier, moins beau, mais aujourd'hui, oui. Je vais voir la page. Moi, je viens de comprendre qu'on peut liker plusieurs fois sur TikTok. Je voyais du monde avec 1 million de likes sur leur live. Je suis comme, tabarouette, ils sont populaires. Là, OK, chaque ça ouais, c'est ça. Mais, je savais pas. Mais c'est ça. Fait que moi, j'étais comme, OK, il y a du monde vraiment populaire. Là, je like, genre 1, 2, là, ça finit plus. Là, j'en like plein. Fait que, ouais, je pense que. Ah, fait que c'est comptabilisé comme tu peux me faire. Ah, je savais pas ça. Exact. Fait que c'est pour ça qu'on avait une centaine de likes la dernière fois. Ouais, c'est Anthony c'est à la ça. fin qui faisait genre shit. Là, je le regarde, puis je le spam, on est rendu à 48. C'est pour dire que TikTok est organique. OK, c'est ça. Regarde, je m'allais voir justement pour prouver ta théorie. Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, ça dit. Ben oui, 48 j'aime. Oh, ouais. Fait que, écoute, on peut avoir 1000 j'aime puis dire, écoute, la première page québécoise va avoir 1000 j'aime sur un live. 54, that's it. Fait que, je sais pas, ça m'arrête quand, là, mais moi, écoute, je suis parti pour la soirée. Hein. Je pense que mais ça doit scraper ton. Je sais pas comment il fonctionne l'algorithme de TikTok, mais ça doit. Sur Facebook, si il y avait un truc similaire, ça scraperait ton reach. Non, c'est clair. Non, c'est ça. Sur TikTok, c'est une bonne question pour moi. J'ai pas analysé ce que ça fait. On peut dire bonjour à Jean-Thomas. Jean-Thomas. Bonjour Jean-Thomas. Woodis. Dans le live? Il vient de rejoindre le live. Là. Ah, salut Jean-Thomas, bienvenue dans le live. Ça serait bien And he's gone. c'est ça. Ça serait bien de trouver des façons d'intégrer tes abonnés aussi dans la discussion. De regarder. Ah, Jean-Thomas, what's up? What's up, man? What's up, Jean-Thomas? L'angle est chill. Ben, c'est sûr que c'est pas parfait, là, mais je vais essayer d'arranger ça un petit peu. Donc, quoi vous faites? Ben, écoute, on discute d'entrepreneuriat, de différents sujets. Là, on est en train de roaster le panier bleu. Bientôt, ça va être peut-être de parler de plus de la commercialisation. Donc, quand tu es un entrepreneur, peut-être comment tu commercialises un produit. Là. Donc, c'est de peu faire un tour de table avec les autres personnes du live, là, de regarder comment ça se passe au niveau de la commercialisation. Je ne sais pas si vous avez qui voulait commencer, là. Mais dans le fond, je peux me mettre en contexte. Là. Il y a une entreprise là, je fais un cours à l'université. Il y a une entreprise qui s'appelle The Gates. Puis lui, il veut, dans le fond, faire son lancement bientôt. Puis on doit l'accompagner pour trouver un peu des techniques marketing pour faire connaître son projet. Donc, c'est tout le temps un défi. Ça peut coûter des milliers de dollars. Donc, Alexandre, lui, tu as une business qui vend des foutas. Olivier, c'est une agence marketing. Puis Anthony, toi, tu as un podcast. Claude Ease, puis aussi une nouvelle entreprise. Donc, c'est quoi les défis au niveau de la commercialisation d'une entreprise? Puis, comment il faudrait s'y prendre en tant qu'un entrepreneur qui veut lancer un nouveau produit ou service? Donc, je lance la question comme ça. OK. Ben, je pense qu'il y a deux types d'entrepreneurs différents qu'on peut commencer par ça. Là. Okay. Il y a celui qui a des moyens pour le faire, puis celui qui n'en a pas. T'sais, c'est sûr que de commercialiser un produit quand tu n'as pas d'argent pour débuter, c'est un peu plus difficile, puis il faut que tu fasses un peu plus de bootstrapping. T'sais, le bootstrapping, by the way, je ne sais pas si vous savez c'est quoi, mais c'est vraiment de faire avec les moyens du bord, comme on dit au Québec. Là. Donc, c'est ça, c'est vraiment d'utiliser tout ce qui est organique, puis de dépenser. Dans le fond, nous, ce qu'on dit quand on parle à nos clients, c'est soit tu dépenses ton temps ou soit tu dépenses ton argent. Fait que si tu as de l'argent à dépenser, ben, sauve ton temps pour travailler sur quelque chose qui va avoir un impact sur ta business. Puis si tu n'as pas d'argent à investir, ben, dépense ton temps. Fait que va soit te former, parce que c'est sûr que moi, je suis en marketing, fait ce que je vais vous dire, c'est de faire de la publicité pour la commercialisation. Tu sais, un produit, ce que tu veux, là, c'est que ton produit, il se vende, qu'il se ramasse dans les mains de ta clientèle cible. Il faut que tu détermines ta clientèle cible, mais ça, on part du fait que tu l'as déjà déterminé. Fait qu'après ça, pour que ça se rentre dans les mains de tes clients,
Ben, les gens, ils vont pas te connaître du jour au lendemain, même si tu as un produit qui juste te dire, on est en live sur Facebook. Fait que si tu veux repartager sur, dans le fond, sur OK. Handshake, puis Anthony, si tu veux partager sur Jardin Ouais. de Business. Ouais. Le groupe, c'est juste discussion, 2 petits points, entrepreneuriat. Donc, on continue la discussion. Là. On était rendu à parler de la commercialisation, donc de parler un entrepreneur qui a les moyens, donc le gars qui a déjà 100 000, 200 000, puis qui a vraiment beaucoup d'argent, versus la personne qui veut partir sa business, puis qui n'a pas une scène. Tu sais, je pense que ça va rejoindre beaucoup ça. On est tous des étudiants, fait que je pense de créer une entreprise avec pas beaucoup de budget, ça rejoint beaucoup de monde. Puis là, tu étais en train de parler qu'il existe des ressources ou qu'il faut aussi s'outiller, tu sais, travailler sur soi-même, je pense, aller chercher des formations. Donc, tu peux continuer, là, je vais juste te dire, on est en live sur Facebook. C'est all good. Eh bien, dans le fond, c'est ça que je disais, pour reprendre pour nos chers amis de Facebook. Tu as 2 choses que tu peux investir, c'est soit ton temps ou soit de l'argent. Fait que si tu as de l'argent à investir, tu l'investis, puis tu investis ton temps après ça dans des trucs qui sont plus importants pour ta business, pour la faire grandir en même temps. Mais si jamais tu n'as pas d'argent, ce qui est quand même le cas d'une bonne portion des entrepreneurs qui se lancent en affaires, ben à ce moment-là, il faut que tu y ailles par des moyens qui sont plus organiques, puis que tu investisses ton temps. Fait que c'est autant c'est comme je disais, en marketing, moi, je vous recommande de faire de la publicité parce que justement, quand tu lances ton produit ou tu lances ton service, le but, c'est qu'il y ait des gens qui l'utilisent. Parce que tu peux créer le meilleur crayon, le stylo du monde, mais s'il n'y a personne qui l'utilise, tu ne fais pas de vente avec. Puis pour faire des ventes, ben, il faut que les gens ils l'utilisent, il faut qu'ils le connaissent, il faut qu'ils l'apprécient, puis il faut qu'ils l'achètent. Pour qu'ils l'achètent, pour passer à travers ces 3 étapes-là, ben, il faut que tu fasses de la publicité. La publicité, ça peut être de la publicité en ligne, ça peut être de la publicité sur divers médias différents, ça peut être de l'événementiel. Tu sais, il y a plusieurs moyens que tu peux utiliser pour ta commercialisation. Puis ça peut autant être, là, je ne sais pas, on parle-tu plus pour quelqu'un qui n'a pas de moyens ou quelqu'un qui a des moyens financiers? Je pense que c'est 2 choses qu'on pourrait aborder. Là. Donc, tu sais, de celui qui n'a pas d'argent, tu sais, qui va devoir être créatif, puis celui qui a beaucoup d'argent, parce que je pense qu'il y a 2 points intéressants dans ce que tu dis. Il y a la publicité. Donc, tu sais, ben, écoute, l'entrepreneur qui n'a pas d'argent, lui, il va devoir regarder des techniques de publicité. Il va devoir se créer un OnlyFans pour son agence marketing pour faire le buzz. Ouais, c'est bizarre, on en parle. Pour faire le buzz, parce que lui, il n'a pas d'argent. Fait qu'il doit faire des techniques de guérilla marketing qui te fait connaître avec peu d'argent. Versus l'autre, il y a de l'argent. Mais est-ce que quand tu as beaucoup d'argent, est-ce que c'est là que tu commences à dépenser un peu n'importe comment parce que tu ne regardes pas ton cash, tu as full d'argent, fait que tu fais pas autant de suivi, whatever. Puis est-ce que les pubs, c'est la meilleure aussi façon de faire? On avait parlé la dernière fois avec Facebook qui change leur algorithme, là, que tu fais un post sur Facebook, tu as beau avoir 25 000 personnes qui te suivent, tu vas avoir peut-être 10 likes, 3 partages. Fait que c'est de regarder quel genre de pub. On est mieux d'aller sur TikTok, whatever. Donc ça, c'était le premier point. Donc on peut parler au niveau de la publicité. Puis tu avais parlé des ressources aussi. Ça, je pense que ça va rejoindre beaucoup de personnes qui nous regardent ou qui vont regarder les vidéos du RU. Quelqu'un qui n'a pas d'argent, qui a un projet d'entreprise, la prochaine idée qui va changer le monde. Je pense que les entrepreneurs, on est comme ça, on veut changer le monde, on a des rêves. Mais c'est où qu'on s'en va, où qu'on se dirige. Tu sais, j'ai pas une scène ou bien j'ai peut-être un investissement de 5 000 $. C'est quoi les sources de financement que je peux aller chercher? Puis ça peut être autant l'ami, la famille, mais aussi ça peut être tout ce qui est les subventions du gouvernement, les concours de bourse. Fait que je pense que parler de vos expériences à ce niveau-là, ça serait quand même intéressant. Cool. Qui veut commencer? Allez-y, moi je parle beaucoup trop. Alexandre, tu n'as pas beaucoup parlé. Il y a 2 sujets. Moi, c'est parce que c'est ça, là, il y a beaucoup de sujets. Si je réponds à le premier sujet qui est la commercialisation des produits, dans le fond, moi, si je vais avec mon expérience personnelle, donc moi, j'ai une entreprise une compagnie où est-ce que je vends des produits, un produit qui s'appelle la Futa, donc c'est comme une serviette tout en un. Qui est fait à la main en Tunisie. Donc, moi, ma stratégie un peu, moi, je suis allé vraiment avec un plan d'affaires qui a été fait en même temps que je réalisais ma commercialisation. Donc, j'avais vraiment pas de plan d'affaires, disons, solide. J'ai vraiment parti avec essai et erreur. Et puis, dans mon cas, c'est ça. Donc, puisque je devais réaliser un petit marché test, puisque le marché à Montréal, il n'y avait pas beaucoup vraiment de données sur, par exemple, les gens qui achetaient mon type de serviette.
puisque c'est vraiment, tu sais, une catégorie à part. Donc, moi, pour justement faire de la commercialisation de mon produit, j'ai dû faire une étude de marché. Ensuite, j'ai dû élaborer et tester mes produits, qu'est-ce qui fonctionne pas. Et puis, par la suite, créer un personnel éventuellement et, et comme vous l'avez dit, créer et élaborer une stratégie marketing qui peut aller par exemple, de payer des annonces sur Google ou bien vraiment mettre beaucoup de contenu, donc vraiment y aller de façon either organique ou bien payée. Donc, c'est à peu près ça. Donc, ça, c'était mon expérience personnelle. Maintenant, je peux te laisser parler, rebound sur ça, Anthony, si tu veux. Ouais. Là, tu parlais de te faire connaître sur les réseaux sociaux. Fait qu'au niveau du financement, puis j'ai pas compris, excuse-moi. Ah, financement. OK. Non, au niveau financement, moi, j'ai eu l'occasion de partir. J'avais déjà, moi, j'étais comme l'entrepreneur qui avait son petit cash de côté. OK. J'étais correct. Donc, j'ai pas eu besoin d'aller chercher de la subvention, d'aller chercher des prêts. Mais je peux, si je me mets à la place d'un étudiant, par exemple, qui travaille pas beaucoup ou qui a pas beaucoup de rentrée d'argent, Ouais. là, peut-être éventuellement même en reparler lors d'une prochaine rencontre, mais il y a une multitude de ressources disponibles, surtout pour les jeunes étudiants qui veulent entreprendre, que ce soit des projets sociaux ou bien autres projets. Mais moi, personnellement, j'ai pas eu nécessairement besoin d'aller chercher du financement. Puis c'est ça. Donc, c'est un peu mon expérience en ce moment. All right. Moi aussi, j'ai vécu un peu la même chose. J'étais un petit peu malaisé, surtout quand on se lance dans l'entrepreneur, d'aller chercher du financement à la banque ou un prêt. Puis tout ça, c'est un peu d'histoire. Fait que pourquoi eux, ils seraient prêts à te donner une marge de crédit? Puis tu sais, ils peuvent te donner déjà une carte de crédit, mais moi, j'avais l'option de que j'avais mis de l'argent de côté, donc j'ai pu le réinvestir directement dans mon entreprise, dans mon projet. Ça m'enlève le stress d'avoir des investisseurs, etc. Mais pour une autre option que je conseille pour les jeunes étudiants qui veulent se démarrer une entreprise puis qui n'ont pas peut-être l'argent tout de suite dans leur compte en banque, c'est d'aller voir quelqu'un dans leur famille, quelqu'un de proche, un oncle, une ma tante, voir papa, maman, savoir est-ce que tu peux me passer, tu sais, je sais pas, 2000$ pour démarrer, puis je te rembourserai. Au pire, si ça marche pas, je vais revenir à ma job puis je vais te rembourser. Mais tu sais, puis pour pas te charger d'intérêt comme une carte de crédit, là, probablement. Fait que c'est quand même plus intéressant au niveau du financement. Ouais. Moi, c'est ça mon expérience. Le love money, un peu, tu sais, aller chercher l'ami, les amis, la famille. Ouais, exactement, les amis aussi. Ouais. Et mettons, là, les gars, là, Anthony et Alexandre, je suis quand même curieux de savoir votre stratégie marketing, ça ressemble à quoi? Est-ce que vous en avez une? Est-ce que c'était plus organique? Est-ce que vous aviez plus de payants? Ouais. Sans dire, mettons, les budgets, tout ça, là, mais juste pour... Ouais, moi, je peux y aller directement pour répondre à ta question. Moi, ce fut peut-être une de mes erreurs, mais quand j'ai parti mon entreprise, j'ai mis $0. Et jusqu'à aujourd'hui, j'ai mis $0 dans mon budget de publicité. Donc, peut-être que j'ai un plus-value à aller chercher là, un coût d'opportunité que j'ai pas su saisir. Mais là, tu vois, puisque ça a fonctionné, malgré le fait que j'ai pas mis d'argent dans la publicité, je me dis, imagine si j'en mets. Peut-être que je peux faire une croissance de malade. Mais juste avant, en ce moment, je suis en train de faire un rebrand de ma marque, puisque j'ai pris comme une petite année où est-ce que je suis vraiment allé dans le flou. Je savais pas c'était qui mes clients, c'était qui ma clientèle, etc. Donc maintenant que je sais c'est qui ma clientèle, je vais réorienter un peu tout aussi ma vision. Donc ça, c'est tout un rebranding qui va faire en sorte que éventuellement, je peux aller viser des gens comme en précis sur Facebook, sur Google pour mes produits. Peut-être une question pour faire un suivi avec ça. Tu sais, Anthony, tu avais dans ton live, il y avait quelqu'un qui avait, dans son TikTok, je veux dire, je pense, Henrik avait dit que si on te donne 20 000 $, tu fais quoi avec ça? Tu sais, pour faire un peu le lien avec ça. Mettons que là, je vous dis, OK, vous avez fait votre pitch, whatever, moi, je suis un investisseur, je vous donne 15 000 $, puis on vous demande, comment vous allez l'utiliser pour faire connaître votre entreprise. Tu sais, on a tout un peu, mettons qu'on a toutes les mêmes idées d'entreprise, on veut tous se lancer par exemple, un produit, une bouteille d'eau. Tu sais,
c'est quoi la répartition? Qu'est-ce que vous allez faire avec le 15 000 $? C'est vers quelles ressources? C'est quoi qui vous pensez qui aurait le plus d'impact? Puis l'exemple fictif, là, pour qu'on parle tout de la même affaire, OK, c'est une bouteille d'eau. OK? Il y en a déjà beaucoup qui existent, on s'entend, mais on va dire une bouteille d'eau avec un indicateur digital qui te dit à quel point combien d'eau tu as bu pendant la journée. Fait que quand tu as rempli, ben tu bois, puis là, faut que tu en bois, mettons, 4 bouteilles par jour. Fait que ça te dit ça, puis ça coûte environ 50-60 $. Donc, comment vous faites, vous, avec 15 000 $ pour faire connaître votre entreprise, ou bien comment vous faites pour aller chercher davantage d'argent? Donc, je peux commencer. Moi, j'irais avec le crowdfunding. Je pense que vous connaissez toute la plateforme Kickstarter. Je fais une campagne Kickstarter. Vous faites des vidéos promotionnelles. Le plus gros, celui qui donne beaucoup d'argent, vous leur donnez 8 bouteilles d'eau. Le deuxième, 4 bouteilles d'eau, une bouteille d'eau. Puis là, vous faites ça. Puis cet argent-là, ça va vous permettre de produire davantage de bouteilles d'eau. Fait que moi, je ferais, pour avoir plus d'argent, puis pour faire connaître mon entreprise, je le ferais sur crowdfunding, donc avec Kickstarter. Et après, je paierais aussi de la pub pour faire connaître ma campagne. J'irais voir des amis, famille, des influenceurs, mais ça serait ça ma principale chose que je ferais. Donc, à vous, je vous laisse. OK. Y a-t-il quelqu'un d'autre qui veut y aller? Vas-y, Olivier, je suis curieux de savoir qu'est-ce que tu vas nous expliquer. La publicité, c'est surtout utilisé pour tout ce qui est la notoriété. En général, il y a beaucoup de personnes qui pensent que les publicités Facebook, la publicité display, là, où est-ce que tu vois des images, des vidéos, tout ça, c'est pas ça qui va convertir le plus pour tes produits. Fait que ta bouteille d'eau, d'aller faire de la publicité avec 15 000 $, je mettrais seulement une faible portion dans le display pour la faire connaître un peu. Puis, tu sais, ça serait spread out entre des influenceurs sur les réseaux sociaux. Tout dépendant, en fait, c'est qui qu'on cible. On n'en a pas parlé, mais si on cible... C'est toi qui décides. Là. Tu sais, je vais résumer, c'est une bouteille d'eau avec un indicateur digital qui te dit combien tu as bu pendant la journée. Fait que ça peut être autant des étudiants ou des mères de famille que des sportifs, mais tu sais, c'est à nous de voir quel segment de la population serait le plus rentable, le plus enclin à acheter, ceux qui ont le plus d'argent, whatever. Tu sais, c'est pas encore défini, mais vous avez l'idée. Après, c'est vous qui décidez. Moi, je pourrais décider de m'attaquer aux étudiants versus toi aux sportifs. Tu sais, ça dépend de notre positionnement qu'on voudrait avoir. Oui, ben les jeunes adultes, là, les 18-35, c'est un marché qui est sous-évalué. Parce que la plupart des gens, ils pensent que les jeunes n'ont pas d'argent. Mais en fait, c'est tout le contraire parce qu'ils ont pas énormément d'argent, mais ils n'ont pas de dette, ils n'ont pas de coûts récurrents non plus. Fait que c'est eux qui vont aller acheter toutes excusez le langage cru, là, mais c'est eux qui vont acheter ta scrap. Tu sais, ta bouteille d'eau là, qui te dit à quel point est-ce que tu as bu de l'eau, là, c'est eux qui vont te l'acheter plus que les personnes, les boomers qui veulent se tenir en forme. Mais sinon, comme j'ai dit au début de notre live, là, ce que je veux, c'est que la bouteille d'eau, elle se ramasse dans les mains de mes clients. Fait que je vais investir plus d'argent dans la distribution. Je vais essayer de créer un circuit, soit d'aller dans les retail, que ce soit dans les pharmacies, que ce soit dans les dépanneurs, que ce soit, tu sais, essayer d'évaluer un peu là, les jeunes où est-ce qu'ils vont se déplacer, puis investir aussi pour être présent dans des événements. Fait que des événements, si on cible les jeunes, genre des événements universitaires pour, mettons, apparaître dans des parties ou dans des trucs de début de session ou de fin de session, mais que tout le monde ait leur bouteille d'eau dans leurs mains, ça serait ça que je ferais avec l'argent pour commercialiser. Intéressant. Fait que si on peut résumer, tu as parlé des influenceurs, de distribuer ton produit à différents endroits stratégiques, d'aller dans des événements, d'aller là où que la clientèle elle est, dans le fond, de trouver une façon puis de pas trop dépenser en display parce qu'au niveau de la notoriété, c'est pas ça qui fait que le monde va l'acheter. Je pense qu'avec la conversion et tout, on sait que c'est pas énorme. Là, fait que, ça mesure un peu. L'affaire, c'est j'en aurais mis plus dans le display si tu m'avais pas dit que c'était un investisseur qui me donnait l'argent. Si je partais avec le 15 000 par moi-même, j'en aurais mis plus dans la notoriété. Mais par contre, quand tu as un investisseur, tu as des comptes à rendre, which means il faut que tu fasses des ventes. OK. Si tu n'as pas de compte à rendre, ton argent, il faut que tu la mettes dans la notoriété pour que tu sois connu le plus possible. Tu sais, je suis sûr que si je vous parle de Raid Shadow Legends, Honey, NordVPN, c'est toutes des compagnies que, en tout cas, si vous écoutez moindrement sur YouTube ou vous êtes présent sur Internet, vous connaissez tout ça, même si vous n'utilisez pas nécessairement ces produits-là. Puis le but de la game, c'est ça. C'est qu'on
on te défonce le cerveau à chaque fois avec le nom de la compagnie que à un moment donné, tu fais même pas exprès, tu t'en rappelles, puis tu sais que, encore une pub de la bouteille d'eau, la bouteille d'eau d'aujourd'hui, là, je sais pas trop, le super heavy sweat qu'on va l'appeler. Puis mettons là que on n'arrête pas de faire de la pub de Heavy Sweat, puis que tout le monde, tous tes YouTubers préférés, peu importe le segment, ils parlent tous de Heavy Sweat, à un moment donné, les gens vont finir par acheter. Ouais. Mais quand tu as des comptes à rendre, l'important, c'est de faire des ventes pour rembourser ta dette, puis que les gens continuent à te donner de l'argent. C'est pour ça que, si je résume qu'est-ce que j'ai dit, ma stratégie, c'était en 3 points. C'était un peu de display, avec les influenceurs puis de la publicité en ligne. Ensuite de ça, c'était misé surtout sur le circuit de distribution, donc tout ce qui est le retailing, pour être certain que les bouteilles soient en magasin et non juste en ligne. Puis finalement, c'est qu'est-ce que j'avais dit donc? Ah oui, d'être présent dans les événements. Si c'était les jeunes, le segment qu'on On va pouvoir passer à Alexandre Anthony, mais il y avait un point intéressant que tu disais, c'était sur la provenance de l'argent, de dire, OK, mettons que 15 000 ça vient d'un banquier. Mais comment tu investis ton argent? C'est quoi les comptes que tu dois avoir un banquier versus un investisseur versus c'est ta mère? Je pense que ta mère ne va pas te demander les mêmes choses qu'un banquier qui va te demander que tu as combien de stocks, combien de produits tu as vendus, c'est quoi ta croissance de vente. Je pense que ça, c'est intéressant parce que tu viens de dire que si c'était ton 15 000 à toi, tu n'aurais pas fait la même chose que si quelqu'un t'avait donné 15 000. Donc ça, c'est intéressant. Tu ne dois pas juste t'adapter à ton public cible, tu dois aussi t'adapter à ce qui te donne de l'argent puis comment les rendre heureux aussi, parce qu'ils font partie du projet. Fait que sinon, pour Alexandre, toi, tu as 15 000 tu as de heavy sweat, il faut que tu lances sur le marché. Comment tu fais? Moi, je souriais un peu quand tu parlais, Olivier, tantôt, parce que mentalement, j'ai bâti la même stratégie que toi. Moi, j'y vais vraiment avec un placement de produit. Puisqu'on a en ce moment une bouteille de haut de gamme. Donc, moi, je vais focus sur une stratégie de distribution contrôlée. Donc, d'abord, peut-être dans des hôtels de luxe. Je vais me concentrer sur son packaging, son pricing et aussi, bien évidemment, de la communication un peu plus soignée. Donc, peut-être réaliser des partenariats éventuellement avec des influenceurs, réaliser du placement, des placements de produits avec des stars. Un peu comme, je sais pas si vous avez sûrement entendu l'histoire de Fiji. Fiji qui a fait, ouais. C'est juste, on pourrait copier-coller son histoire puis ça fonctionnerait parce que Fiji, c'est incroyable. C'est un peu comme aussi Red Bull. Red Bull qui plaçait des canettes vides dans des parties pour faire croire que tout le monde buvait ça. Puis Fiji, lorsque c'était... Ouais, ça coûterait un peu plus cher, mais ça a fonctionné. C'est tout ce qu'on veut en ce moment. Donc ça serait vraiment, je pense que je compléterais vraiment ce que tu as présenté comme stratégie. Donc c'est ça. Rapide, efficace. 15 000 on flip. Ferais-tu quelque chose de différent, toi, avec 15 000 ou ça ressemblerait un peu à ce qu'on a dit? Moi, j'aime vraiment les stratégies, sont super cool. Puis Olivier aussi, là, vraiment focuser sur les réseaux sociaux, collaborer avec des influenceurs et tout ça. Moi, je dirais plus d'un aspect un peu plus différent que de faire affaire, disons, construire sa brand personnelle en premier. Donc, créer du contenu en entour de sa passion, présenter t'es qui, toi, puis ensuite, présenter pourquoi ton produit, c'est de shit. T'sais. Pourquoi on irait acheter ton produit, puis dans le fond, qu'est-ce que ça représente? Puis dans le fond, ça se transférait à travers t'es qui en tant que personne, plutôt que juste de faire de la publicité en lien avec ton produit, puis d'expliquer juste ce que c'est. Présente-toi pendant que toi, tu l'utilises, tu fais ton étude, tout ça. Donc, un aspect plus de brand personnel, tu sais. J'utiliserais TikTok pour ce type de contenu-là. C'est organique à 100% en ce moment, c'est fou. Donc, utiliser cette plateforme-là, c'est génial. On peut faire des publicités aussi pour aller rejoindre beaucoup de monde. Si on vise les 18-35 ans, c'est exactement la plateforme pour ça. Puis si on veut mettre encore plus d'argent sur sa plateforme, c'est intéressant. Mais pour 10-15 000, je mettrais de l'investissement dans le marketing sur Facebook, Instagram Ads pour aller targeter ces gens-là encore plus. Faire peut-être des vidéos promotionnelles aussi, du photo, un peu de ça, puis de la collaboration avec des influenceurs, mais toujours en pensant avec un aspect de brand personnel. Ensuite de ça, j'irais avec créer un podcast même un peu loin, puis t'interviewer avec des gens qui sont dans le sport, qui sont sportifs. Pas être bias, puis genre utilise mon produit, puis présente, mais juste savoir c'est quoi ton background, puis je sais pas, puis après on échange un peu nos passions, mais tiens, interview des gens qui sont dans le milieu, tiens.
Fait que, qui pourrait possiblement utiliser ce. Pour compléter ce que tu viens de dire, là, de créer du contenu, etc., est-ce que dans votre plan, vous, c'était de commercialiser, par exemple, au Québec ou aux États-Unis? Parce que, les entrepreneurs, on veut le faire au Québec, Canada. Donc, ça, c'est un défi, je pense, de dire, OK, on est au Québec, on a 2 langues, on choisit laquelle? Est-ce qu'on choisit le français, l'anglais? On s'entend que l'anglais aurait un beaucoup plus gros reach, mais en même temps, on est québécois. De choisir un nom d'entreprise qui est anglophone, c'est mal perçu. Fait que, quand tu parles de collaborer avec des influenceurs ou bien tu parlais aussi de faire un podcast, est-ce que toi, tu miserais beaucoup plus sur le côté anglophone pour viser les États-Unis, le Canada, ou tu essaierais de commencer, moi en tout cas ma stratégie, ça serait de commencer par le Québec français, de voir comment ça fonctionne, puis après d'aller vers les États-Unis, mais là, tu perds une grosse part de marché, fait que tout le monde peut répondre, mais sinon, Anthony... C'est vraiment une excellente question. Je vais te laisser, Anthony, commencer sur ça. Là. Ben moi, tu vois, c'est une bonne question. Pour Clotis, ma compagnie d'impression, je suis allé full en français. Ben, c'est sûr que mon nom est en anglais, mais bon, mes services sont en français. J'ai pas vraiment de clients anglophones. Pour l'agence marketing que je suis en train de développer, mon site web est en français et en anglais. Donc, je vais pouvoir offrir les services en 2 langues. Donc, un peu partout à l'international. Donc, tu sais, d'offrir un service bilingue, je pense que ça a ses avantages. Tu sais, d'aller à l'international. Il y a beaucoup de pays qui sont francophones aussi. Donc, je pense que d'être aussi autant à l'aise en français qu'en anglais pour vendre nos produits, c'est juste un boni finalement. Alexandre, tu t'en penses quoi? Ben moi, justement, tu vois, ma période d'idéation, justement, du logo, puis je sais pas, toi, ça t'a pris combien de temps, Anthony, à venir avec le nom de ton brand, là, brand et non logo. Ben moi, c'était une de mes questions fondamentales. Justement, hier, j'ai eu un call avec un de mes amis qui part son agence de contenu, il est stratège marketing, il part son agence. Puis lui, il s'interroge sur est-ce que son nom, ça va trop être en lien avec ça va être trop anglicisé, comme un peu trop en lien avec un nom anglais. Est-ce que ça va porter préjudice à lui-même ou non? Puis moi aussi, j'étais un peu dans cette même pensée-là, mais j'ai décidé d'y aller, par exemple, Mediterranean Vogue, c'est en anglais. Pourquoi? Parce que, selon moi, Montréal, je m'attaquais plus aux Montréalais qui sont bilingues. Je veux dire, la plupart des gens sont bilingues. Peut-être que ça va me porter préjudice. Peut-être qu'il y a des gens qui sont loi 101. T'es au Québec, tu parles québécois, tu parles français. Je pense. Ouais, non, c'est ça. Tu parles français, sinon j'achète pas ton produit ou service. Mais bon, moi, je suis allé avec ça, donc un nom anglais, mais bien sûr, ma page web, mon site web est en français et éventuellement en anglais pour expand éventuellement. Monsieur Handshake. Handshake, c'est. On est tous dans le même bateau, je pense. Mais non, mais on est tout le temps dans ces milieux, c'est bizarre, là. C'est une bonne question à voir. Moi, je vais vous nommer des noms de compagnies. Starbucks, Tim Hortons, c'est des noms de personnes. Burger King, c'est toutes des grosses chaînes de compagnies que les gens consomment. Je pense pas que... oui, le Québec, c'est l'espèce de mouton noir du Canada. Faut qu'on le... faut choisir mes mots aussi, là, je ne vais pas me faire ramasser après. T'en live sur Facebook. Ouais, c'est ça. Mais le Québec... Bon, je l'adore. J'adore travailler en français. Puis, mais la seule affaire, c'est que c'est un marché qui est saturé sur plusieurs points. Puis, l'important, c'est... Tu peux avoir un nom en anglais. Puis là, je sais, je m'en vais n'importe où là, en même temps. Je vais finir par être concis et précis. Là. Tu peux avoir un nom en anglais. Tu peux offrir tes services en étant bilingue. Les gens, ils s'en foutent un peu. L'important, c'est que quand eux, ils se présentent à ton commerce ou qu'ils se présentent sur ton site web, qu'ils parlent avec quelqu'un, ils veulent avoir l'impression qu'ils parlent avec un Québécois, avec quelqu'un qui... Tu sais, Laurent Duvernay-Tardif, c'est un joueur de football pour une team au USA, mais il n'y a pas aucun Québécois qui va me dire qu'il ne le connaisse pas et que ce n'est pas un Québécois dans son cœur. Okay? Céline Dion, je ne sais pas, elle a mis combien de fois les pieds au Québec depuis les dernières années, puis pourtant, on est tous fiers d'elle parce que c'est une Québécoise. Fait que ton nom soit en anglais ou en français, que tes services, tu les offres aux États-Unis, au Bangladesh, whichever, l'important, c'est juste que tu aies une bonne histoire puis que les gens t'aiment et approuvent qu'est-ce que tu fais. Yep.
Ouais, puis pour aller plus loin aussi, si tu commences avec un nom juste francophone, ben après, tu es bloqué. Si tu veux après Exact. expand aux États-Unis, au Canada, puis le contraire, c'est quand le monde vient ici au Québec, ben, ils ont juste à rajouter un mot dans les enseignes. Je sais qu'il y a une loi que c'est pas Ah, Costco, c'est les entrepôts Costco, ben, c'est pas. ouais. C'est Handshake, c'est la même chose. C'est ça Handshake aide aux entreprises. exact. Donc, de trouver Ouais. sa petite phrase-là. Donc, ça, c'était intéressant. Puis sinon, ben, il y avait une sous-question de ça. Donc, tu sais, les frais aussi, quand tu parles de faire affaire aux États-Unis versus au Québec, tu sais, aux États-Unis, tu as un beaucoup plus gros volume, que tu sois sur Amazon US versus Canada. Puis au Québec, tu sais, on dirait que tout le monde habite loin. Tu sais, as du monde à Saint-Hippolyte, à Saint-Tite, Saint-Lin, Saint-Clinclin-des-Murmures. Puis, tu sais, quand tu vends un produit, peut-être pas pour un service, c'est beaucoup plus local, mais quand c'est pas un produit qui est virtuel, que c'est un produit physique, comme une bouteille d'eau, ben, c'est quoi qui est le plus rentable? Tu sais, envoyer des centaines de milliers de bouteilles d'eau aux États-Unis dans des entrepôts Amazon, puis les vendre à du monde dans des villes où tout le monde est rassemblé, ou le vendre au Québec, où on est 8 millions dans plein de coins, tous séparés, puis que les frais de livraison, ça va coûter 10 la bouteille. Tu sais, je faisais un lien avec Amazon FBA. Tu sais, Amazon FBA, c'est t'envoies tes produits dans une usine Amazon. Après, quand tu as quelqu'un qui l'achète, Amazon, il pack tout ça pour toi puis il l'envoie. Mais aux États-Unis, tu as un gros trafic de personnes qui achètent tes produits. Puis dans une ville, tu sais, à New York, ils sont quasiment, je sais pas, ils sont plus qu'au Québec, je crois, à New York, juste dans la ville. Puis je ne vais pas dire n'importe quoi, là, mais New York population. Puis, tu sais, ils sont tous concentrés. Fait que c'est beaucoup plus facile de rejoindre ta population versus au Québec. Fait que, ma question, c'est qu'est-ce que vous pensez de ça? Est-ce qu'on est mieux de fuck off le Québec puis on s'en va aux États-Unis ou un peu des deux? C'est surtout au niveau des frais de livraison parce que ça, c'est un enjeu pour plusieurs commerçants. Tu payes de 5 à 15 de frais de livraison quand tu n'as pas de volume versus Amazon qui possède leurs propres avions, leurs camions qui sont capables, grâce au volume, de réduire le coût. Comment vous voyez ça, vous? Oui, ben, il y a, je ne sais pas si vous savez c'est quoi un micro-marché, si vous avez déjà entendu les termes. J'ai entendu le terme, mais explique-le donc, je suis curieux de. OK. Parce que dans le fond, là, si tu as un nouveau produit, puis là, je parle vraiment comme tu as une entreprise que tu sais que tu veux la mettre sur pied, puis tu veux devenir avec Heavy Sweat, tu veux devenir le leader dans les bouteilles d'eau là, dans les prochaines années. Fait que ce que tu vas faire, c'est pas t'implanter tout de suite à Montréal. OK? Mettons que tu es au Québec, tu vas pas t'implanter tout de suite à Montréal parce que ben, tu as toute la compétition qui est concentrée dans cette place-là. Ouais. Un exemple peut-être qui va plus vous parler, c'est en fait, non, je vais vous donner la description d'un micro-marché, puis après ça, vous allez comprendre qu'est-ce que c'est. Un micro-marché, en fait, c'est une ville, mais à portion réduite. OK? Fait que c'est ce qui se passe à Montréal, mais dans une autre ville qui est assez développée, puis qui est quand même ouverte à la technologie. Quand on parle des segments de population, on parle souvent des early adopters, ou les premiers adopteurs de nouvelles technologies. Ouais. Puis c'est dans des villes où est-ce qu'ils sont quand même regroupés. Fait que dans les micro-marchés au Québec, il y en a plusieurs, là, il y a Laval, mais les deux plus gros, c'est Mirabel puis Sherbrooke. Okay? Fait à chaque fois qu'il y a un nouveau produit ou un nouveau service qui veut être mis en ligne ou à la disposition des clients, vous allez pouvoir faire des recherches. Puis la majorité du temps, ils vont commencer dans un de ces micro-centres-là pour tester le marché. Puis ensuite de ça, ils vont aller l'implanter sur des plus gros marchés comme Montréal ou comme Québec. Puis l'exemple que je vais vous donner, c'était par rapport à la STM. La STM, si vous étiez sorti, Mathieu, je sais que tu étais à Laval. Fait que toi, tu as vu la STL, ça fait quand même longtemps que tu peux payer par carte débit crédit dans les bus. Mm-hmm. Mais Montréal, ça a pris beaucoup de temps avant que ça arrive dans la STM. Mais pourtant, c'est ça. Fait à chaque fois qu'il y a des tests sur des nouvelles technologies à ajouter, ils vont faire du testing, mettons, à Laval, Mirabel, Sherbrooke, peu importe le micro-marché que tu décides de sélectionner. Puis ensuite de ça, tu vas l'implanter dans le marché que tu veux cibler. Oui. Ils testent l'application justement pour STM, pour payer nos billets puis nos cartes, avoir une application justement là-dessus, mais je pense que c'est juste pour un autre réseau plus petit de transport au Québec. Puis ça s'en vient à Montréal, mais c'est effectivement ça. Wow. Une question pour Alexandre. Tu sais, toi qui vends des fouteurs que tu dois envoyer par la poste,
mettons, envoyer une commande à Saint-Hippolyte versus à Montréal à côté de chez toi versus aux États-Unis, c'est quoi qui est le plus rentable? C'est quoi, vers quoi tu devrais focus? Ouais. Qu'est-ce que tu en penses? Ben, tu sais, moi, au début, j'ai réalisé beaucoup de ventes via, par exemple, Etsy qui est très fort aux US. Mais moi, je dois dire que malgré le fait qu'il y ait des frais additionnels, ça change pas grand-chose. Je vais donner un exemple. Là, j'ai annoté, j'ai pris un peu de calcul. J'ai un ami, OK, de famille. Là, je vais perdre des batteries. Là, je suis en train d'alterner. Est-ce que vous m'entendez? Oui. OK. Donc, Là, on t'entend. Là, on t'entend plus. shit. Là, on Là, on t'entend. t'entend. Wow. C'est bon. Ça va être mieux comme ça. Donc, cette personne-là a acheté, dans le fond, c'est une entreprise familiale de production d'huile d'olive de la Tunisie, d'huile d'olive biologique. Ok. Il en a fait ship environ pour 10 000 bouteilles à Montréal. Il était dans un entrepôt, etc. Puis, il a vu comme quoi il y avait peut-être une opportunité d'affaires aux US grâce à Amazon. La raison étant qu'il a vu que sur le marché à Montréal, peut-être c'est aussi les goûts et préférences des gens, mais le prix faisait en sorte que c'était autour de 25 la bouteille, tandis qu'aux US, c'était 30 US, ce qui est à peu près 37,50 un truc comme ça. Oh my God, OK. Puis, donc là, tu fais juste le calcul. Juste cette marge-là, ça lui fait 125 000 de différence. Si tu fais fois 10 000 unités. Donc, avec 125 000, tu peux amortir tes petits frais, là, c'est rien. Donc, pour moi, par exemple, pour les FUTA, éventuellement, of course, je veux m'agrandir, mais aux US, il y a beaucoup plus de compétition. Il y a du SoundCloud, il y a des entreprises qui vendent le même produit que moi, qui ont pitch devant les Shark Tank. Donc, ça va être un peu compliqué pour moi, mais c'est possible. Et oui, la demande aussi, elle est là. Il y a beaucoup. Je veux dire, on n'est rien. Le Québec est tellement... Le Québec est petit. C'est un fait que je relais, là. Il est juste petit. Donc, il y a beaucoup plus de clients potentiels à aller chercher aux US. Puis moi, ma propre expérience me fait dire que malgré le fait qu'il y ait des petits des taux sur de livraison, des frais de shipping, etc., ben, ça vaut le coup de se lancer aux US, pareil. OK. Surtout En au gros, dropshipping. c'est Voilà. de mieux se différencier, d'avoir un produit que tu peux augmenter le prix pour par exemple, que les coûts de livraison, ça ait moins d'impact sur... Ouais, c'est ça. Ben, après, tu sais, je ne veux pas dire n'importe quoi, mais je pense que après, il va falloir comparer les revenus. Puis je pense même pas. Je pense que le revenu moyen des ménages au Québec est plus élevé. C'était vraiment pas par rapport à ça. Je pense que c'était juste le fait que peut-être que la moyenne elle est plus basse aux US, mais il y a une plus grande proportion qui font plus d'argent, peut-être. Un truc comme ça. Je comprends ce que tu dis. Puis quand tu parles que le Québec est petit, j'ai vérifié ce que je te disais tantôt par rapport à New York versus le Québec. À New York, ils sont 8,4 millions en 2019. Puis au Québec, on est 8,4. Fait que si on arrondit à Quand même, Québec 8,5, mettons, mais 8,4. Fait que tu sais, dans une petite ville, ils sont quasiment autant que Québec. Fait que tu sais, tu as une entreprise à New York, tu as quasiment le même nombre de personnes dans une distance beaucoup moins grande. Fait que, tu sais, je dis pas que c'est plus facile parce que quand tu as plus de monde, tu as plus de compétition aussi. Fait que c'est une question de trouver ton positionnement, mais ça reste que c'est beaucoup plus. il y a plus d'opportunités, disons. C'est ça. Puis peut-être une des façons, s'il y a des gens qui nous écoutent puis qui ont un produit à commercialiser et tout et qui veulent un peu tester avant ça ressemble à quoi le marché US, allez voir en Ontario. Je crois que c'est une bonne façon de voir. Ça ressemble étrangement aux US, puis même aussi au niveau de la langue, etc. Donc, peut-être essayer en Ontario, puis ensuite, si tu vois que ça fonctionne bien, aller aux US. Ça serait un petit... Teste ce produit-là, ouais. C'est pas pareil, par contre. Parce que je sais pas si vous vous rappelez d'un certain Target, mais eux, ils se sont dit la même affaire, mais à l'inverse, puis ils ont totalement raté leur coup. Non, ça n'a pas marché, non.
Mais ouais, non. On a parlé, Alexandre t'a parlé de compétiteurs qui avaient sensiblement le même produit que toi aux US. Yeah. Just saying, là, avoir de la compétition, c'est la meilleure chose que tu peux avoir parce que ça te confirme qu'il y a un marché puis une demande. Exact. Mais il n'y en avait pas à Montréal. Donc, c'est ça qui me faisait un peu. J'étais un peu réticent. Ben, jamais réticent à l'idée que ça allait réussir ou pas. Juste réticent à savoir c'est quoi que les préférences des clients ici. Ouais. Parce que je veux dire, par exemple. La glace. C'est ça, c'est que le produit que je vends, je veux dire, par exemple, prenons une serviette de bain, ben, moi, c'est que j'ai l'occasion d'avoir plusieurs types, plusieurs couleurs et plusieurs façons dont ils tissent la serviette. Donc, j'étais vraiment perdu niveau choix de qu'est-ce qu'il faut que je focus. Mais en effet, comme tu le dis, ben, c'est ça qui m'a motivé aussi à foncer. Je peux faire un suivi sur ce que tu dis, Alexandre, là. Il y a un concept que c'est évangélisateur versus pas évangélisateur. Puis je pense que c'est ça aussi. Quand tu as des concurrents, ben, tu dois payer de la pub pour te démarquer. Fait que tu as déjà une base de consommateurs. Fait que tu dois dire ben, moi, je suis meilleur parce que ma qualité est meilleure. Fait que tu as déjà une base de clientèle, tu as déjà un trafic du monde qui vont sur tes réseaux sociaux. Fait que tu te différencies. Tu as, mettons, le Cinéplex à Laval, puis le Cinéma Gouzeau. C'est plus facile versus tu n'as personne, mais tu dépenses tellement d'argent pour faire connaître ton entreprise, connaître ton concept parce que personne ne sait c'est quoi. Fait en plus de devoir aller chercher du monde et tout, puis tu peux pas te différencier, il faut que tu fasses connaître. Fait que là, tu payes pour que le monde ait, c'est quoi la fouta. Fait que là, tu payes pour ça. Puis après, là, le monde va vouloir acheter ton produit, mais à la base, il faut que tu les éduques, il faut que le monde comprenne c'est quoi. Fait que je sais pas qu'est-ce que vous en pensez, vous, mais je pense que c'est un gros défi d'être le premier, d'être l'innovateur. C'est un avantage et un désavantage, parce que quand tu es le premier, souvent, c'est ça que tu fais le buzz, puis les médias en parlent, mais après, ben, comme je disais, c'est peut-être plus. Je sais pas si vous avez vécu ça avec vos services, là, mais. C'est sûr. Pour les premiers, pour un premier, comme si tu avais un peu le monopole, là, mais c'est d'éduquer les gens, je pense, sur ce produit-là. C'est de faire des vidéos un peu explicatives, savoir d'où ça provient, comment c'est fait. Mais ouais. Faut juste pas que tu te ramasses dans un marché où, puis là, je vais moto-slap, moto-roast, mais les agences, puis tous les pigistes en marketing, là, c'est tellement sursaturé ce type de service-là, c'est incroyable. Puis surtout au Québec. Au Québec, il y en a plein de monde là, qui offre les mêmes types de services. Là. Puis honnêtement, tu regardes son offre de service, mon offre de service, il n'y a pas grand-chose de différent à part le fait que je suis peut-être un peu plus funny que la personne avec qui tu ferais affaire. Tu sais, ça revient à ça. Puis de savoir, c'est ça, j'ai dit tantôt là, d'avoir de la compétition, c'est sain. Mais il faut être capable aussi de discerner là, si s'il y a trop de monde ou s'il y en a, il y a une quantité saine de compétition. Puis, tu sais, un autre exemple que je voulais donner, c'est entre Coke et Pepsi, là je vais peut-être me faire taper dessus, mais on s'entend-tu que c'est semi la même affaire, là? Tu sais, il y a un goût qui est différent, je suis d'accord. Il y a un goût qui est différent, je suis d'accord. Puis, selon les sondages, c'est vrai que Pepsi, c'est supposé être la boisson qui est la plus adorée par les personnes au niveau du goût. Ouais. Mais en soi, tu sais, c'est sensiblement la même chose. Fait quelque chose de drôle sur ça. Yes. J'ai vu ça, je ne sais pas si c'était dans un cours marketing ou dans une publication Instagram d'un gourou marketing. Fait qu'il faut pas prendre ça pour du cash, là, mais j'avais vu que quand tu mettais une machine Pepsi à côté d'une machine Coke, tu avais plus de ventes si tu mettais deux machines Coke, mettons, une à côté de l'autre. Parce que le monde se dit, bon, je veux-tu un Pepsi ou un Coke? Fait que le monde, il achète un ou l'autre. Mais si c'était deux Coke, il y avait moins de ventes. Fait que, c'est ça aussi. Ça montre que, avoir une compétition, le monde change de thinking. C'est plus, est-ce que j'ai le goût d'avoir un Coke? C'est, est-ce que j'ai le goût d'avoir un Pepsi ou un Coke? Est-ce qu'il donne le choix, l'illusion du choix? Finalement. C'est ça, l'illusion du choix, ça augmente la vente des deux concurrents. Fait que c'est pour ça que, puis tu sais, un autre exemple, Burger King. Tu sais, Burger King, dans leur stratégie au départ, ils se mettaient à côté des McDonald's. C'était ça leur stratégie. Comme ça, quand tu allais voir, quand tu voyais le McDo, tu voyais l'affaire du roi de Burger King. Fait que, tu sais, je pense que c'est bon d'aller chercher, gruger des parts de marché. Puis il n'y a aucune entreprise, selon moi, qui est capable d'aller chercher 100% d'un marché. C'est impossible. D'avoir des concurrents. C'est interdit aussi, là, mais. C'est ça. Quand tu es dans un nouveau marché, on pourrait dire. C'est ça. Fait que, c'est normal d'avoir des concurrents, puis ça t'aide. Puis si tu es capable d'aller chercher 2% d'un marché
qui vaut comme 40 milliards, en parlant des NFT, par exemple, ben c'est quand même beaucoup, tu sais, c'est pas rien. Fait que c'est pour ça que c'est intéressant de parler des concurrents. Puis pour faire un lien aussi sur ce qu'on disait tantôt là, on avait parlé de faire connaître ton produit ou ton entreprise quand c'est nouveau. J'aime bien parler d'Olivier Primo. Je ne sais pas si vous connaissez bien son histoire, mais lui, c'est le genre de gars qui va tout le temps sortir des nouveaux produits, tout le temps des affaires nouveaux, innovants, mais il y a tout le temps un public cible. OK, des fois, il y a des choses qui ça ne marche pas, des fois, mais il y a souvent des idées, puis on dirait qu'il a réussi à créer une communauté de près de 700 000, 800 000 personnes. Ça fait que dès qu'il y a quelque chose, le monde, comme tu disais tantôt, Anthony, de créer un podcast ou créer un branding par rapport à l'entour de toi, tu sais, le monde, il achète les produits d'Olivier Primo, mais plus parce que c'est juste des bons produits, parce qu'il y a sa face dessus. Tu sais, récemment, il a créé une poutine. Mais c'est pas une poutine, là, c'est la poutine d'Oli Primo. Puis tu as sa face dessus, puis sa stratégie de commercialisation, pour faire un lien en tantôt, il a fait tous les restaurants de poutine à travers le Québec. Il y avait une série sur Instagram. Il allait manger des poutines, il donnait sa note sur 10. Fait que, moi, je savais pas il savait peut-être même pas lui-même qu'il allait lancer une poutine, mais il s'est créé sa notoriété avant. Fait que là, il allait goûter des poutines. Le monde disait, viens dans mon resto, viens goûter à ma poutine. Il goûtait à celle du McDonald's, il donnait une note sur 10. Puis là, après avoir fait le tour des poutines au Québec, comme par magie, Olivier Primo lance sa poutine. Tu as une notoriété parce que tu les as toutes testées, puis tu vends ça dans tous les Costco, puis tu te fais de l'argent. Il se fait quasiment plus d'argent avec ses produits complémentaires, ses boissons, puis tout, que son Beach Club. Fait que, tu sais, ça, je trouve ça insane. Je sais pas ce que vous en pensez, là, mais ce modèle-là, Moi, j'aime ce nouveau modèle-là, puis je veux dire, je pense que c'est très trendy en ce moment je pense que pour les nouvelles entreprises, ça serait un aspect à développer, ta brand personnelle en général. Puis, tu sais, Olivier Primo, là, tu sais, il vend ses produits chez Costco, mais il vend aussi ses hamburgers dans les dépanneurs. Fait que, tu sais, exact. Le fait que c'est cheap ou que la qualité est moins bonne, c'est pas important dans ce calcul-là. C'est ça qui est fou. Mais un autre point, peut-être, c'est pas tout le temps positif non plus, tu sais, le fait aussi, justement, que ça soit lui qui se mette de l'avant, puis que souvent des entreprises, mettons, font affaire avec Guillaume Le Métivier, ou whatever. Tu sais, quand tu fais affaire avec des vedettes, est-ce que vous pensez pas que ça pourrait être une menace? Tu sais, OK, il se passe de quoi? Olivier Primo, il se fait poursuivre par quelqu'un pour whatever. Toutes ces marques qui sont associées à Olivier Primo, ils vont devoir se détacher, mais si les deux sont combinés comme ça, tu sais, je sais pas ce que vous en pensez, mais anyway. Certain. Le dernier lien que je voulais faire, c'est pas autre chose. Après, il commence à être tard, on pourra se reparler dans les prochaines semaines, mais c'était un beau live, puis je sais pas si vous avez oublié un mot de la fin ou discuter sur ça, mais... Ouais, ben peut-être revenir un peu sur ce que tu viens de dire, puis pour pas laisser les gens en haleine avec... Tu sais, te laisser un gros suspense, les gens sont comme « Ah! On fait quoi? » Ouais, c'est vrai. Mais ouais, non, c'est ça. D'avoir un influenceur qui est une vraie personne, c'est... Moi, je suis prêt à bet que dans les prochaines années, on se reparle dans comme 5 ans, il n'y en aura plus, ou il n'y en aura presque plus. Ça va tout être... je sais pas à quel point est-ce que vous êtes présents sur le monde du jeu vidéo, mais c'est eux qui sont les précurseurs dans ce genre de nouvelles publicités-là avec des nouveaux influenceurs. C'est des influenceurs qui sont virtuels. Okay? Wow. C'est des V-influencers. Fait que ça fait en sorte... C'est des V pour genre V Virtual Influencer. V Influencer, OK. Ouais, V Influencer. Wow. Qui, dans le fond, ce que ça leur permet de faire, c'était, je pense que c'est sur League of Legends, que sur leurs réseaux sociaux, c'est un personnage qu'ils ont créé de toutes pièces pour ça. Puis c'est ce personnage-là qui parle avec les personnes sur les réseaux sociaux. Tu sais, on s'entend, derrière le personnage, il y a plusieurs personnes, mais en soi, l'identité, c'est l'identité d'une seule personne. Puis cette personnalité-là est créée par l'entreprise, which means elle est tout le temps d'accord avec les valeurs de l'entreprise. Mm-hmm. Elle va jamais partir en disant qu'elle va se faire vacciner par Medicago parce que je sais pas quoi. Elle va pas avoir de comportement inapproprié puis se faire call-out pour je sais pas là, des agressions. Encore drôle, hein? Le robot pourrait avoir dit quelque chose qui va offenser du monde ou whatever. C'est encore drôle. Le monde il aime ça trouver les bébites, là. Oui, peut-être, mais c'est beaucoup plus safe de la part du côté de l'entreprise de faire ça. Mais par contre, cette stratégie-là, si vous voulez vous starter votre business, commencez pas avec ça. Là. C'est pour ceux qui sont vraiment bien établis. Puis c'était qui donc? Je pense même Wendy's. Wendy's, il avait commencé à introduire le personnage de la fille rousse. Ouais. Wendy, qui, elle, commençait à répondre aux tweets.
Wow, OK. Ah ouais, mais ouais, puis il répondait assez rough, là. Je me souviens Ouais, c'est ça. les memes, là. Ouais. J'ai vu ça récemment sur les nouvelles. Le premier influenceur 100% virtuel, ou c'était un robot, Ouais. je pense que c'était un robot influenceur, je pense que c'était au Japon, là où ils sont tout le temps 10 ans à l'avance de nous. Là. Mais ouais, je pense que c'est vrai, c'est quelque chose qui est intéressant. Peut-être créer une mascotte, nous, au regroupement étudiant, de dire, OK, nous, c'est un caméléon, mais de le faire bouger whatever. Tu as une entreprise, j'ai oublié le nom, mais tu es capable de. Tu choisis ton avatar, OK? Tu as plein de choix dépendant de combien tu payes. Tu en as une centaine. Donc, tu choisis ton avatar, tu choisis ta voix, tu écris ton texte, tu choisis l'intonation que tu veux, le fond d'écran, puis ça le fait pour toi. Fait que, c'est Face Rig ou en affaire de même, ça s'appelle. Je sais pas, moi j'ai trippé, là, j'ai joué avec ça, mais c'était gratuit l'option que j'avais. Mais quand tu penses, ça peut tellement aller plus loin. Là, les entreprises les utilisent pour faire la formation avec leurs employés, donc des capsules puis tout. Mais mettons que nous, on veut faire des capsules entrepreneuriales, on copie-coller le texte, on choisit une belle madame ou un beau monsieur, on met un fond d'écran, puis on n'a pas besoin de rien faire, c'est quelqu'un qui le dit, puis ça réplique quasiment l'humain. Je pense que ça, c'est un grosse tendance qui s'en vient de plus en plus populaire. Là. Je pense que c'est intéressant, mais tu perds un peu le côté interpersonnel d'avoir un humain avec toi. Je pense que dans le futur, possiblement, mais je pense que la transition ça va prendre du temps, disons. Là. Oui, tu l'as dit, la transition. Je pense qu'il faut que ça prenne le temps de se faire adopter. Là. C'est comme le metaverse aussi. C'est le temps avant d'être adopté par. Visuellement parlant, je suis d'accord, on n'est pas rendu là. Mais à l'audio, il y a déjà des entreprises qui utilisent du AI pour faire des réponses, tu sais, les télémarketeurs, là. Genre, t'appelles chez Bell, puis les gens qui vont décrocher, bon, chez Bell, c'est encore des vraies personnes, mais il y a des entreprises qui commencent déjà à mettre en place des systèmes robotisés pour répondre à tes questions ou pour de la prise de rendez-vous. Fait que, tu sais, c'est une personne qui parle comme toi puis moi, parce qu'ils font du machine learning pour créer des phrases qui ont l'air les plus legit possibles, puis qui soit capable de reconnaître dans l'intonation de ta voix, tu sais, ou les mots que tu dis, puis de set-up genre un rendez-vous pour ton dentiste la semaine prochaine, mardi à 8h. Puis c'est ça. Puis il y a des gens, je ne me rappelle plus, c'était durant un TED Talk, je pense, ou un truc d'innovation, je ne me rappelle plus c'était quel événement, mais il avait montré une discussion qu'il y avait eu entre une personne lambda, là, une personne random, puis cette AI-là, puis la personne, à aucun moment, elle a pensé ou elle s'est arrêtée pour dire, genre, est-ce que je parle avec un robot? Ou, wow, OK. Fait que c'est ça. Je ne sais pas à quel point qu'on est proche ou pas, mais c'est peut-être quelque chose qui s'en vient. Ouais, moi, je peux bounce sur ce que vous dites. Est-ce que vous connaissez, c'est un conférencier essayiste français, il s'appelle Idriss Aberkan. Non. Ça me dit quelque chose. Ça vous dit rien. Moi, je vous recommanderais d'aller le voir. Puis même ceux qui écoutent, c'est quelqu'un de rempli de connaissances. Lui, il dit comme quoi, il explique qu'une idée révolutionnaire passe par 3 étapes. Donc, au début, elle est ridicule. Ensuite, elle est dangereuse. Et ensuite, elle est évidente. Et moi, en ce moment, de ce que vous dites, on est rendu dans le step de l'AI. Et l'AI est rendu au point dangereux où est-ce qu'on ne sait pas où le placer. Par exemple, l'AI dans la guerre, dans l'emploi, où est-ce que ça va aller, tout ça. Mais tout ce que je peux dire, c'est que, par exemple, les pantalons, avant, ça n'existait pas. Il y a une ère où est-ce que les gens, il n'y avait juste pas de pantalon. Le pantalon est passé par le même ridicule, dangereux, évident. Si on va avec la voiture, c'est la même chose. Ça passe par les mêmes steps. Moi, je pense qu'en ce moment, on est au step. Hein? Qu'est-ce que tu as dit? C'est-tu un livre, un podcast, une vidéo? C'est où qu'on peut... Non, donc, dans le fond, c'est dans une conférence d'Idriss Aberkan, et je crois qu'il y a un philosophe c'est lui qui est parti avec cette espèce de théorie-là. Mais c'est ça. Donc, pour l'instant, je crois qu'on est dans le chemin où est-ce que ça va se faire éventuellement d'ici quelques années, mais qu'on est encore en train de se poser des questions, puis d'essayer de voir est-ce qu'on peut poser des limites à ne pas franchir pour pas que le AI il fasse c'était quoi le film là avec Will Smith, iRobot. Pilule rouge pilule rouge et bleu, c'était Matrix. C'était Matrix. Ouais, non, mais mais bon, c'est ça. Right. Non, c'est clair.
As-tu le lien, Alexandre, du gars? On pourrait mettre le TED Talk en lien sur Facebook en dessous du live. Parce que c'est quoi les étapes encore? C'est ridicule? Ouais, c'est ça. Donc, une idée révolutionnaire, ça passe par le premier point, elle est ridicule. OK. Ensuite, elle est dangereuse. Et ensuite, elle est évidente. OK, fait que c'est 3 étapes. 3 étapes. Donc, par exemple, qu'on parle de l'AI, dans les guerres, dans les emplois ou même dans le remplacement de l'espèce humaine, donc c'est dangereux. Mais éventuellement, il est fort à parier qu'au cours des prochaines générations, elle va être évidente aux yeux de tous. Comme ça, c'est un exemple concret. Parce que au début, c'était ridicule. J'essaie de l'appliquer à un produit entrepreneurial qui n'est pas au niveau de la technologie. Puis j'étais genre, OK, la première étape, tu as le comfy. Je ne sais pas si vous savez c'est quoi. C'est une veste que tu mets par-dessus toi qui devient aussi une couverture là, qui est vraiment gros. Là. Je ne sais pas si vous connaissez. Ils sont passés à Shark Tank. Fait que tu sais, comme, OK, ça c'est ridicule. Après, dangereux, je ne sais pas qu'est-ce qui est dangereux dans ça. Mais c'est vrai que les idées, eux, c'était ça. OK, une veste avec une affaire, c'est ridicule. Qui voudrait acheter ça? Là, ils ont je pense qu'ils font un chiffre d'affaires de millions par année, puis c'est vendu dans tous les Costco au Québec. Fait que c'est ça. Le monde, quand ils voyaient, c'est bien stupide, tu as une grosse veste qui se transforme en hoodie, mais aussi en couverture, tu peux mettre tes jambes dedans. C'est bien ridicule. Personne ne va acheter ça. Mais après, c'était une idée qui était dangereusement bonne. On va faire le lien. Puis après, c'était évident. Tu sais, quand ils ont fait les premières ventes, c'était évident, ça fonctionnait. Ouais. Puis voilà, boum, ça. Mais tu sais, je vais mettre un petit astérisque en dessous. Là, ça ne veut pas dire que ton idée est ridicule, qu'elle va automatiquement se réaliser. Là, tu sais, faut pas prendre ça pour acquis. Là. Ouais, note. Écoute, ouais. Mais tu sais, par exemple, la bouteille d'eau qu'on parlait comme exemple précédemment, je pense que c'est une idée qui semble, même pour moi, c'est même pas ridicule. Ça me paraît évident. Je sais même pas si ça existe ou pas, là. Mais tu sais, par exemple, un sportif, là, qui veut voir c'est quoi, pour être à son maximum, combien d'eau il doit garder dans son sang, etc. et avoir une bouteille qui mesure le tout, ça me paraît évident. Fait que un entrepreneur qui nous regarde, t'as une bonne idée. Là, regarder même un nom. Heavy Sweat. Use it. Il faut que tu prennes selon tes personnes. Puis après, tu peux même créer une application mobile qui te le dit, qui fait le lien de ta bouteille d'eau et tout. Tu recharges ta bouteille d'eau. Une smart bottle. Là, ouais. C'est ça. Écoute, c'est prochaine idée. Là, tu nous donneras des parts dans l'entreprise à personne qui nous regarde ça. C'est ça, on veut crédit. All right. Ben, écoute, merci, guys, d'avoir participé on peut appeler ça le cercle d'or, un groupe de discussion sur l'entrepreneuriat. Puis ceux qui regardent le live en live ou qui vont le regarder en rediffusion, en gros, pas la semaine prochaine, l'autre, on va faire le lancement d'un e-book sur l'entrepreneuriat, donc sur les bases de l'entrepreneuriat, comment se lancer en affaires, le marketing, les finances, les ressources humaines. On va tout faire ça dans 2 semaines. On va créer l'événement Facebook au courant de la semaine prochaine. Donc, restez, tenez-vous informés, puis ça va être les mêmes personnes qui vont être là. Donc, Anthony, Olivier, Alexandre qui vont co-host la présentation du e-book. Nice. Bien sûr. Right. Cool. Bon, bonne soirée à tous. Bonne soirée. Plaisir. On se revoit bientôt. Peace. Bye. Right. Bon, c'est déjà la fin de l'épisode. Je voulais commencer par vous remercier de votre temps pour l'écoute de mon podcast. Honnêtement, ça me rend incroyablement heureux de recevoir vos messages d'encouragement sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup. Puis, si vous avez aimé l'enregistrement, n'hésitez pas à le partager à vos amis, à votre famille ou à des personnes dans votre cercle d'entourage qui seraient intéressés par l'entrepreneuriat ou par le monde des affaires. Maintenant, à savoir que le podcast il est disponible sur Spotify, sur Apple Podcast et prochainement sur les différentes plateformes Android de podcast. Donc, c'était Jason Business avec Anthony Vézina. You don't always get to choose in this life, win and lose in this life. But I'ma prove in this life we can move.